Bon, ce que je vous propose, c'est que nous commencions gentiment et en douceur, le temps d'attendre peut-être le public qui est dans l'autre salle. Euh, Merci à tous d'être présents. Bonjour, je suis Benjamin Cormeret et je vais animer cette conférence aux côtés d'un casting de premier choix. Je vais vous présenter ces belles personnes tout de suite, mais je vais juste faire un petit focus sur ce qui nous réunit et notamment l'intitulé de cette conférence, les IA, donc les intelligences artificielles au service de l'humain, menaces ou opportunités. Ça pourrait être le titre d'un bon film, hein, je pense. En tout cas, sans faire de teasing, je crois que tu vas nous parler tout à l'heure de films, Émeric. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions un petit tour de table et que l'on se présente mutuellement. On va commencer avec toi, Ariane. Merci Benjamin. Bonjour à tous. Donc, je suis Ariane Echtemay de la société Pimpo. Je suis en charge du développement commercial et des partenariats pour la société. Et en fait, Pimpo, c'est une plateforme de qualification de leads qui va permettre aux entreprises de booster l'engagement et l'acquisition en client des leads. Elle va justement, notamment être supportée par une technologie d'intelligence artificielle conversationnelle qui va permettre aux entreprises de mener à grande échelle des conversations avec leurs leads par SMS et WhatsApp, donc vraiment les canaux de messaging, de manière naturelle et de qualité pour qualifier le projet des leads, identifier les opportunités les plus chaudes et passer le relais aux conseillers qui sont, eux, experts de leur métier. Voilà. Merci, Ariane. Je crois que tu es venue accompagner aujourd'hui également. Exactement. Donc, je viens accompagnée de Florian Delange, avec qui on collabore depuis maintenant quelques mois. Florian, je te laisse te présenter. Donc oui, Florian Delange, donc je suis CRM Campaign Manager au sein du groupe Réalité. Donc le groupe Réalité, c'est un développeur territorial qui mêle la maîtrise d'usage et la maîtrise d'ouvrage. Donc la maîtrise d'usage, c'est tous les services au sein de l'urbanisme, et la maîtrise d'ouvrage, ça va être plus la promotion immobilière. Et donc aujourd'hui, on utilise Pimpo pour vraiment appuyer nos leads et surtout les requalifier. Donc vous allez découvrir ça par la suite. Merci, Florian. Damien, à toi l'honneur. Bonjour à tous, moi je m'appelle Damien Rode-Morvan et j'encadre une équipe. Donc, je suis le leader technique d'une équipe qui développe l'agent virtuel, un chatbot, qui est un outil d'aide au support informatique et qui permet aux salariés d'une entreprise, de nos clients, de se dépanner en autonomie et de résoudre rapidement leurs problématiques techniques. Et enfin, Émeric. Donc bonjour, moi c'est Emeric, je travaille chez Leocare. Leocare, c'est un néo-assureur. Comme tous les assureurs sont des voleurs, on a un gros enjeu sur la relation client pour créer la confiance, intervenir au bon moment. Et dans ce cadre-là, moi je m'occupe de toute la partie données et intelligence artificielle pour être là au bon moment pour nos clients. Je crois que tu es datastronaute. Je suis allé fouiller sur ton LinkedIn. Bah, Ça le me but, parle c'est de plus. prendre une société lambda et de l'emmener sur la Lune avec la data. Donc ça ressemble pas mal au datastronaute. Bon, c'est pas mal. J'espère que tu vas nous envoyer sur la Lune ou toucher les étoiles aujourd'hui. Pour avoir préparé cette conf avec ce beau casting, ça promet. Donc, ça va être à toi l'honneur. On parle d'engagement aujourd'hui, d'engagement client. Les intelligences artificielles au service de l'humain, eh bien, quoi de mieux pour engager un client qui est de plus en plus exigeant. Le but, c'est maintenant de faciliter son parcours, ses interactions, et on va se rendre compte très vite que les intelligences artificielles, les IA, eh bien, permettent tout ça, et notamment au service de l'humain. Mais je crois que tu vas d'abord avoir une approche assez particulière, puisque on peut traiter ses clients comme des patates, paraît-il. On peut tout à fait traiter ces clients comme des patates. Alors avant de les traiter comme des patates, on va définir rapidement l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est tout simplement des maths qu'on a rendues sexy. On ne va pas chercher plus loin. Je sais que l'enfant que vous étiez un jour s'est demandé à quoi servait une dérivée, une équation différentielle et tous ces joyeusetés. C'était avant l'échec scolaire, ça, je crois. Il y a bien trop de temps pour le dire. Ouais. Alors, vous pouvez vous rassurer, depuis 1954, on sait définir l'intelligence artificielle. Tout simplement, c'est la date à laquelle on a créé un premier réseau de neurones, qu'on l'a défini.
Réseau de neurones, oui, comme dans nos têtes, parce que le Graal, c'est de dupliquer l'intelligence qu'il y a dans nos têtes. Alors bien sûr, les experts qui vont prendre la parole après moi ne vont pas vous parler de Terminator, etc. Non, non. Ils vont vous parler de cerveau humain qu'on a adapté pour rendre extrêmement performant sur une problématique qui est leur cible. Normalement, c'est le moment où je deviens à peu près chiant. Donc on va plutôt parler de patates. Donc pour traiter vos clients comme des patates, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on les regroupe. On les regroupe de plusieurs façons. J'ai donc ici des grosses patates. C'est de la violette? Non, c'est pas de la violette. J'ai cherché de la violette, j'ai pas trouvé. Ouais. Là, j'ai la patate qui ressemble à un cœur. Là, j'en ai d'autres, mais elles n'ont pas des formes cool, alors je ne vais pas les dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'intelligence artificielle, sa spécialité, c'est de reconnaître et de regrouper les choses entre elles. Il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est tout simplement en faisant appel à vos collègues. Tout le monde sait faire ce qu'on appelle un si alors, et tout le monde sait que si un client vous appelle beaucoup, c'est qu'a priori il a un gros problème et donc il faut le prioriser. Ici, vous allez me dire, ce n'est pas du tout de l'intelligence artificielle, vous avez raison, c'est de l'intelligence humaine qu'on artificialise par exemple dans un SVI, et on est sur des choses qu'on faisait déjà très bien dans les années 90, voire encore avant, mais j'étais pas né. La deuxième solution, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des clusterings supervisés. Là, Waouh. là, ça devient compliqué. Ouais. Et là, on fait des vraies patates. Comment est-ce qu'on fait? Normalement, vos équipes IT qui sont très bonnes ont pensé, à la fin d'un call, à vous permettre de dire est-ce que ce call s'est bien passé ou pas. Cette petite information qui n'a aucune valeur pour vous quand vous la mettez dans le système, elle en a beaucoup pour des gens comme nous qui vont utiliser ces données pour se dire attends, quelle est la différence fondamentale entre quelqu'un qui finit content et pas content? On va utiliser toutes les données sous-jacentes, l'âge, le sexe, le nombre de fois où il nous a appelé, pourquoi il nous a appelé, etc., etc., pour lancer des gros modèles de clustering, donc de regroupement de personnes, exactement comme vous êtes regroupés maintenant. Je vois qu'il y a des gens qui aiment bien être tout seuls, d'autres qui aiment bien être à plusieurs. Eh bien, l'intelligence artificielle regroupe les points entre eux, et derrière, on va pouvoir dire « Ah, en haut à gauche, ici, j'ai des gens qui finissent satisfaits. Je vais faire en sorte que mes clients se retrouvent le plus possible dans les situations qui étaient la leur à cet instant T. » Ça, c'est l'algorithme qui est supervisé puisqu'on sait déjà à la fin qui est content, qui n'est pas content. La partie qui va vous intéresser le plus et là où vous allez le plus valoriser vos équipes, c'est l'intermédiaire entre les deux situations que je viens d'évoquer. Le clustering semi-supervisé. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas ce qu'on cherche, ou pas vraiment. Et on va regrouper les gens, regrouper les contacts ensemble. Et après, vos équipes vont ouvrir chacune de ces patates pour se dire « Ok, il y a quoi dans cette patate? Qu'est-ce que je peux en faire ?» Et là, on rentre dans la personnalisation, un petit peu comme on fait quand on fait du... J'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. Un petit peu comme on fait quand on fait de l'ultra-personnalisation. On vient rentrer dans des groupes qui semblent avoir des tendances homogènes et on va regarder quelle est cette tendance qu'ils ont ensemble pour aller répondre de la manière la plus efficace à cette population. J'ai oublié de switcher sur les patates, mais tant pis. Hop. Donc voilà pour les patates. Voilà rapidement pour une définition de l'IA très très sommaire, mais qui permet de planter le décor. Grosso modo, on fait des patates, on regarde ce qu'il y a dans les patates et on agit pour répondre aux besoins des patates. Bien sûr, les patates, du coup, c'est les clients. D'accord, on y voit un petit peu plus clair. Je crois que justement, tu vas vouloir vérifier si l'Assemblée a bien compris ce que tu as dit. Allez. Il me semble qu'on a quelques Petite interro écrite. petites interros écrites. Alors, IA ou pas IA? Alors, les recommandations de Netflix, grosso modo, alors Netflix ou un autre, ça marche très bien. Ce petit ruban qu'on a en haut, à votre avis, est-ce que c'est fait à base de patates ou pas? Vous pouvez lever la main droite quand vous êtes d'accord et pas la lever quand vous n'êtes pas d'accord. Yes. Il y a de la patate là. On est pas mal. Effectivement, c'est sur ce qu'on appelle du lookalike, c'est-à-dire qu'on va regrouper tous les gens qui ont vu ce ou ces mêmes fils que vous et vous proposer des choses qu'ils ont aussi vues. Autre suggestion? Alors, on continue sur le même. Alors, vous pouvez voir que chacun a une petite vignette. Est-ce que selon vous, cette vignette est basée sur l'intelligence artificielle ou pas? On a 3 bons élèves. Alors, effectivement, Alors c'est quoi la différence entre l'image d'avant et l'image d'après? C'est la même. c'est la même. En fait, ce qui est important, c'est ici le chicken run avec les 2 petits poulets.
Ce n'est pas une image définie par défaut. C'est un algorithme qui va définir quelle est l'image qui va vous donner le plus envie de voir le film. Il y a eu un énorme biais aux États-Unis sur ce point-là. C'est sur les populations noires qui regardaient des films ayant des seconds acteurs noirs. En fait, Netflix veut donner l'impression qu'il y avait des personnages principaux qui étaient tous noirs sur les vignettes, et donc on est tombé sur un algorithme raciste qui est un des gros biais de l'IA sur lesquels il faut être vigilant, puisque malheureusement, on n'est pas encore sur une société complètement égalitaire. On a du sexisme dans les algorithmes et du racisme qui arrive et qui est dû à nos données initiales auxquelles faire très attention. On ne soupçonne pas qu'il y ait tout ça derrière, effectivement. Donc, 2 fois IA. 2 fois IA. La dernière, non, c'est la dernière, je crois. IA ou pas IA? Alors, ce sous-titrage, IA ou pas IA? Oh la vache. Vous avez un peu plus de temps de C'était réflexion. Je sais. Hein? Je peux répondre. Bon, celui de Netflix, effectivement, n'est pas basé sur l'IA. En revanche, c'est des choses qui se font très bien en reconnaissance de caractère et de speech. C'est ce qu'on trouve notamment actuellement dans les confs Google Meet, qui nous fait un sous-titrage automatique des intervenants. Ça marche plutôt bien, mais voilà, on a un sujet de transférer d'une langue à l'autre. C'est un travail d'auteur, de pouvoir savoir le contexte, etc. Et l'intelligence artificielle n'est pas encore en mesure de le faire à la volée. Il y a un travail d'adaptation qui est compliqué en fait pour les IA. Si on fait de la transcription mot à mot, ça marche pas trop mal. Si on veut adapter les blagues, par exemple, un peu plus compliqué. Et on le voit avec le discours du président, il n'y a pas d'IA. Ce sont des personnes qui, derrière, retranscrivent en direct. Pas de second degré à ce niveau-là. C'est peut-être pas judicieux. Merci Émeric pour cette présentation, cette vulgarisation avec la patate. Faut toujours se balader avec des patates apparemment. Écoute, j'ai des patates dans mes poches, comme certains vendent des appartes avec des SMS. Donc Exactement, Belle très transition. bonne transition. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer la parole à Ariane et Florian, leur intervention est basée quand même aussi sur un postulat de départ. Il y a un baromètre autour de la relation client et de l'expérience client qui a vu le jour en 2022, qui a été réalisé auprès de 500 marques pour détecter les critères les plus contributifs d'une relation client efficace. Ce qui en ressort de ce baromètre, c'est 3 critères qui sont la confiance, l'inclusion et la rapidité de réaction ou de prise en charge, d'exécution, etc. Et je crois que c'est ce qui va vous relier, en tout cas, ou ce qui vous relie, Ariane et Florian. La confiance, c'est la confiance en la marque. On est toujours en requête et en recherche de confiance quand on est client. L'inclusion, c'est comment embarquer les collaborateurs, leur permettre de vivre aussi, eux, une expérience. Et puis sur la rapidité d'exécution, c'est le nerf de la guerre. On a les clients qui sont toujours de plus en plus pressés, exigeants. Et donc, eh bien, ce combo réalité Pimpo, ça fonctionne plutôt bien et je vais vous laisser en parler. Ariane, je t'en prie, à toi l'honneur. Merci Benjamin pour cette petite intro et Émeric pour ce petit discours sur les patates. Nous aussi, on utilise justement les patates chez Pimpo. En fait, nous, si vous voulez, on a vraiment décidé de se concentrer sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour réinventer ces interactions pour réinventer les interactions de l'entreprise avec son audience, donc ses prospects et ses clients. Nous, on est plus particulièrement sur la partie avant-vente, donc vraiment, on va dire les leads, vraiment comment on va pouvoir réinventer ces interactions avec ces leads. Le point de départ, ça va peut-être vous faire écho, c'est pour revenir en fait en lien avec ce que disait Benjamin, c'est qu'aujourd'hui, l'accélération du digital rend les consommateurs toujours plus volatiles et exigeants. Alors pourquoi volatiles? En fait, avec l'hypersollicitation digitale, qu'ils vont recevoir, en fait, leur niveau d'attention est devenu extrêmement faible aujourd'hui. Et pourquoi plus exigeant? En fait, via le digital, ils ont accès à plein de sites d'entreprises différentes pour tous les projets qu'ils veulent mener. Et donc, ils vont démultiplier leurs demandes. Donc, bien évidemment, ils vont sélectionner l'entreprise qui répond à leurs projets, à leurs besoins. Mais également et surtout, et c'est un peu le sujet aussi aujourd'hui du salon, à l'entreprise qui va leur fournir la meilleure expérience client. Et donc, on va dire, tous ces changements-là font qu'aujourd'hui, votre audience à vous
s'attend à ce que vous repreniez en charge leurs demandes instantanément, que vous soyez disponible quand eux sont disponibles, c'est-à-dire quasiment 24/7, que vous les contactiez via les canaux qu'ils utilisent. Donc aujourd'hui, c'est plus que le téléphone ou l'email, donc c'est vraiment le multicanal. Que l'interaction que vous allez faire avec eux soit personnalisée et unique pour chacune de ces demandes, et tout cela en respectant leur vie privée et leur emploi du temps. Et alors, en quoi Pinpo, justement, va aider en ça? Exactement. Donc nous, justement, on a voulu vraiment aider les entreprises en disant il faut réfléchir, il faut réinventer certaines des interactions qui aujourd'hui sont très chronophages pour les équipes, typiquement sur la partie avant-vente, de rappeler des gens qui sont injoignables. Donc Florian va pouvoir dire un peu plus d'infos là-dessus. Rappeler des gens qui sont ouais, tu peux passer sur le donc injoignables, ou même rappeler des gens qui vont pas être qualifiés, c'est très chronophage. Du coup, en fait, ça peut même démotiver les équipes. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir essayer de recentrer ces équipes sur des tâches à valeur ajoutée. Donc, nous, le workflow, ça va être qu'aujourd'hui, les entreprises, nos clients vont générer des leads via différentes stratégies d'acquisition. Nous, on va venir, en fait, suite à cette génération de leads, à ces demandes entrantes que vont faire les contacts de l'entreprise, venir tout de suite engager des conversations avec ces contacts pour qualifier leurs projets, identifier vraiment ceux qui ont un projet de ceux qui n'en ont pas réellement, ou en tout cas pas encore un projet très mature, et passer le relais derrière aux équipes. On le sait, le nerf de la guerre sur de la gestion et du traitement de leads, c'est l'instantanéité du traitement. C'est de le cueillir tout de suite dès qu'il est chaud. Et donc, en fait, Pinpo le permet, c'est ça? Exactement. Puisque l'intelligence artificielle va tout de suite détecter le lead et le prendre en charge, en tout cas. C'est ça, c'est qu'on va vraiment assurer une prise en charge en temps réel, donc 1, 2 à 3 minutes suite à la demande. Et en fait, on peut faire ça à grande échelle, quel que soit le volume de lead qui va entrer en instantané. Okay. Et donc, la particularité, c'est qu'elle vient en première étape traiter le lead, mais derrière, il y a le petit secret, c'est que cette intelligence artificielle a compris que l'humain était important. Exactement. Et d'ailleurs, nous, en fait, c'est pas que de la techno d'intelligence artificielle toute seule. Nous, on pense que de la techno toute seule, elle s'en sort pas. Elle aide l'humain, on va dire, à décupler ses performances, mais elle a besoin de l'humain pour s'enrichir et être capable d'automatiser différentes tâches, différentes interactions. Donc nous, pour être plus précis, on a un modèle hybride entre une techno d'IA conversationnelle, mais également de l'humain qui est chez nous pour venir prendre le relais sur la conversation quand la techno ne va pas être capable de répondre à un message ou bien d'interpréter le message du lead. Mais elle est d'ailleurs, là on parle du côté, voilà, elle est en aval, mais elle est aussi en amont parce que c'est elle qui au début c'est les humains qui au début vont mener les premières conversations le temps que la techno s'imprègne. Donc c'est vraiment une complémentarité de l'homme et de la techno pour être efficace et permettre aux équipes des entreprises de se conseiller de se reconcentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Et ce transfert vers les équipes se fait évidemment sans que l'utilisateur ou le client ne s'en rende compte. Exactement. C'est ça le principe. Ouais, c'est un très bon point, c'est transparent. En fait, le lead aujourd'hui ne veut pas savoir s'il échange avec la techno ou s'il est en train d'échanger avec un humain. En fait, il va avoir l'impression d'échanger, on va créer un persona au reflet de l'entreprise. Donc, il va avoir l'impression d'échanger avec un assistant commercial de l'entreprise ou un chargé de contact. Ça peut peut-être être intéressant de passer dans le concret et que Florian nous parle un petit peu de son expérience. Pour quelles raisons ils se sont équipés de Pinpo, le contexte, les enjeux. Je passe à la slide suivante. Mais effectivement, il y a des chiffres qui sont assez parlants. Peut-être que tu peux d'abord nous poser le contexte pour qu'on comprenne mieux ton choix vers une technologie comme celle-ci. Oui, tout à fait. Du coup, nous, on a choisi d'utiliser Pinpo surtout sur un scénario. Donc, le scénario des injoignables que vous voyez là. Donc, pourquoi, je vous expliquerai après. Donc, les injoignables, comment ils arrivent chez nous? Donc, c'est des prospects qui ne répondent pas au téléphone. Donc, on les appelle sur un cycle de 4 temps, à des temps différents. Comme tu disais, Benjamin, c'était vraiment au moins de ne pas oppresser nos prospects, mais voilà, les appeler à des temporalités différentes. Et finalement, qui ne répondaient pas, donc passer injoignable dans notre CRM. Et une fois que ces clients ont passé injoignables dans notre CRM, Pinpo prend la main, devient propriétaire finalement de ce lead, de ce prospect, et rentre en conversation avec. Et donc là, donc vous voyez, au final, il y a plusieurs chiffres. Donc, on a 40% des injoignables qui ont répondu sur nos scénarios.
et 6% de ces qui ont quand même engendré un rendez-vous, en prenant en compte qu'on a 52% qui sont restés lead show et qu'on peut réintroduire dans l'intégralité de nos scénarios d'automation ou finalement de communication et de marketing digital global. C'est énorme comme chiffre pour le travailler au quotidien sans la solution Pinpo, c'est-à-dire uniquement l'humain. Lorsqu'on a un lead qui arrive, le plus compliqué, même si on veut le traiter immédiatement, c'est de joindre la personne. Est-ce qu'on utilise le bon canal? Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est le SMS, le chat, etc. Et 40% des injoignables qui ont répondu avec du potentiel finalement, parce qu'on ne les aurait jamais rappelés. Au bout d'un certain nombre de tentatives, on à part tomber dans du harcèlement et la marque qui en prend un coup. Il faut pas s'acharner. Et donc là, la solution, c'est d'utiliser le canal SMS, WhatsApp, enfin l'un des deux, hein, je crois que SMS et WhatsApp. il choisit en fonction de l'appli. Alors en fait, on a un système d'orchestration. Donc quand on va déployer les 2 canaux chez un client, on va toujours essayer d'engager dans un temps le lead via le canal WhatsApp. Et si on arrive si on détecte que le message n'est pas parti, c'est que potentiellement la personne n'a pas WhatsApp ou son WhatsApp n'est pas actif. Et donc on va basculer et on va cette fois le réengager par SMS pour être sûr vraiment de maximiser l'engagement du lead. Et justement, pour compléter ce que je disais, effectivement, le Covid a rien arrangé là-dedans, en fait, sur le taux d'injoignable, à la fois sur du sortant. Là, le lead c'est plutôt lui qui vient à nous. Mais quand on est sur une démarche d'aller au contact du prospect, c'est là où on a énormément d'injoignables. Et une technologie comme celle-ci vient répondre à, comment dirais-je, à quelque chose qui nous échappe. Et qui plus est, la législation va bientôt changer. Il y a un décret qui va voir le jour début d'année 2023 qui va réduire le nombre de tentatives d'appel à 4. C'est les sources que j'ai, donc je prends quelques précautions. Quand aujourd'hui, on peut aller, c'est pas limité, on peut appeler jusqu'à 20-25 fois une personne. Et donc, cet outil ou cette technologie de Pinpo va pouvoir justement éviter de s'acharner à essayer de joindre quelqu'un et d'améliorer le parcours client et de prospection. Et tout à fait. Et au final, je rebondis. Et c'est pas mal de cas. On a pas mal de cas. Bon, c'est pas la moitié, mais on va dire un tiers où on a vraiment ces premières conversations de dire, moi, je pensais que c'était CPF qui m'appelait, etc., etc. Et du coup, ils rentrent quand même en relation avec Pimpo. Et nous, on a la chance de pouvoir les recontacter par la suite. Donc, c'est vachement intéressant. Ouais. Et une question que tout le monde se pose, en tout cas, je me la pose, justement. Est-ce que vos clients ou vos prospects, plutôt au moment où ils engagent la conversation avec l'IA, se rendent compte que c'est une IA? Non, pas du tout. Au final, aujourd'hui, on a, donc, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais la personne s'appelle Élise, donc on l'a. Ah oui, elle a un prénom. Voilà, et du coup, c'est bonjour, je suis Élise de chez Réalité. Et non, c'est vraiment des conversations ultra fluides, pas robotiques, et même dans les réponses, c'est je rentre du travail à 18h, merci de me rappeler à 18h15. Voilà, c'est fluide et il y a un échange comme nous, demain, on pourrait se parler. Pour la petite anecdote quand même, ça nous est arrivé d'avoir des retours clients de leurs prospects à eux qui étaient déçus de ne pas rencontrer, en l'occurrence, Élise. Et souvent, c'est arrivé quand l'assistant était une femme, enfin un prénom de femme plutôt qu'un prénom d'homme. Voilà, donc les gens, en tout cas, ont vraiment l'impression de parler à quelqu'un de l'entreprise. Et donc ce transfert est quand même c'est assez bluffant parce que et alors justement vos équipes qui sont derrière empathissent de cette notoriété d'Élise. Elle met la barre haute en fait, Élise. Donc faut assurer derrière comment elles ont accueilli vos équipes l'arrivée d'un tel outil. Oui. Parce que ça peut être très mal pris. Ouais, merde, il y a une intelligence artificielle qui va faire mon job. Finalement, ça veut dire que je ne sais pas le faire ou je le fais mal. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'on a commencé qu'avec ce workflow injoignable. Donc il y a eu deux vraiment, d'un côté marketing et technique, au final tout le monde était enjoué de mettre ça en place parce que c'est quand même sympa à mettre en place. Après, au côté centre d'appel, ça a été un peu plus frileux parce que bien sûr il faut revoir les méthodes de travail, il y a des choses à revoir au quotidien et c'est pour ça qu'on a mis vraiment que ce côté injoignable.
comme on disait, au final, c'est des personnes qu'on ne touchait plus et qui étaient vraiment dans des bassins. C'était la patate intouchable qu'on relançait une fois par an pour voilà, réanimer notre base de données, mais rien de plus que ça. Et là, au final, on a prouvé, on a montré que ça fonctionnait, qu'il y avait des retombées et que ça a permis certaines tâches sans valeur ajoutée de s'effacer. Et donc là, on est en train d'essayer, on est en train de mettre en production la partie, ce qu'on appelle débordement. Donc le PIMPO va prendre le relais lors de la fermeture du centre d'appel et le week-end. Car on sait qu'au final, un lead chaud, ça reste à peu près 30 minutes. Et au final, la concurrence est, comme dans toute profession, importante. Donc c'est important de prendre le lead dès qu'on l'a. Ouais, et puis le coût d'acquisition derrière, il y a du ROI fait, ouais, attendu. On n'est pas dans le monde des bisounours, c'est clair. Je te voyais acquiescer, Damien. Je crois qu'on arrive sur un sujet qui te parle bien, c'est le collaborateur. Oui, tout à fait. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette cohabitation collaborateur-intelligence artificielle? Juste peut-être contextualiser avant, moi je suis sur un domaine un peu différent qui n'est pas du lead, hein, mais le bot, l'agent conversationnel qu'on a développé, il est sur l'assistance au support informatique. Donc plutôt pour des employés d'entreprise, pour leur apporter le confort et en effet leur permettre d'accélérer tous leurs problèmes un peu classiques de blocage sur leur PC, sur leurs applications métiers, etc. Et c'est vrai que nous, on a des centres d'appel qui vont recevoir habituellement toutes les sollicitations téléphoniques qu'on peut avoir. Mon imprimante est cassée, j'ai plus d'encre, je suis bloqué sur Teams, mon login est bloqué. Donc par le passé, il y a encore quelques années, tout ça était géré par téléphone à distance. Comme on le disait juste avant, que ce soit des salariés ou des consommateurs, ils sont tous devenus beaucoup plus exigeants. Il y a des gens qui travaillent le week-end, il y a des gens qui travaillent en dehors des heures de bureau, il y en a qui télétravaillent et qui ont les enfants à gérer la journée et le soir, ils ont besoin que le truc fonctionne. Et le support n'est pas toujours disponible durant ces périodes-là. Donc un gros gain du Covid, entre guillemets, et des différents confinements, c'est justement qu'on a, par notre solution d'IA, apporté du dépannage en dehors des heures du service. En fait. Et, donc ça sert en France pour des gens qui ont besoin de dépannage rapide, mais on a des clients qui sont plutôt sur des organisations internationales, qui ont des équipes, des petites équipes dans des pays, donc on n'a pas montré des centres d'appel à distance qui seraient pas avec un ROI très intéressant, mais par contre, ils ont cette capacité de s'auto-dépanner, peu importe l'heure de la journée ou l'heure du week-end. Et donc ça a apporté de la sérénité en fait, aux gens du support téléphonique, parce qu'ils savent que les problématiques faciles à traiter, les problématiques de mots de passe, de blocage, en fait, les utilisateurs sont en capacité de se dépanner en autonomie. Et donc, eux ne sont plus sollicités pour, tous les lundis matins, débloquer la moitié des comptes de l'entreprise parce que les gens ont perdu leur mot de passe, gérer la rentrée scolaire où les gens sont partis 3 semaines en congé, les mots de passe sont expirés et on se retrouve tous bloqués sur nos accès. Donc ça a beaucoup simplifié le quotidien de ces gens du support. Et puis, il y a un autre sujet qui est un sujet économique, très clairement. C'est ce que j'ai mis là dans le slide, c'est... on cherche maintenant à ce que tous ces coûts de support informatique, on puisse montrer aux gens qu'il faut qu'ils fassent preuve, un peu comme tout, d'une certaine sobriété. On ne va pas leur envoyer un nouveau PC parce qu'ils ont cassé le précédent. S'ils perdent leur casque téléphonique, on va faire attention à ne pas surconsommer aussi les ressources. Et donc le dépannage, la capacité à s'approprier les outils de dépannage en autonomie, c'est hyper important aussi pour réduire notre impact au sens... économique, écologique sur la société. Si tu peux passer sur le slide d'après. Donc, comme je vous le disais, il y a un gros sujet qui est classique dans toutes les organisations, c'est les accès et les mots de passe. Donc là-dessus, il y a beaucoup d'outils qui se sont développés. Ce n'est pas que du chatbot, parce que le chatbot, il apporte la détection et la redirection vers le bon processus. Mais ce n'est pas lui qui va réparer votre mot de passe et qui va vous envoyer le nouveau mot de passe par SMS. Nous, on vient encadrer le processus et déclencher le bon processus en fonction de ce qu'on a diagnostiqué. Et typiquement, c'est de se dire, s'il n'arrive pas à se connecter à aucune de ces applications, on va l'aiguiller vers ce processus de remise à zéro du password. Si par contre, on détecte qu'il y a une panne sur une application particulière, ce n'est pas ce processus-là qui est intéressant. Donc, c'est là que l'IA joue son rôle, c'est d'être contextualisé. Est-ce qu'il est sur site? Est-ce qu'il est en télétravail? Est-ce qu'il a la capacité de se dépanner seul? Et puis, en même temps, de se dire,
il ne faut pas que je propose un processus que la personne ne pourra pas mener jusqu'au bout. Un grand classique qu'on a eu à plusieurs reprises, c'est des problématiques de mot de passe où il faut être présent sur site pour pouvoir récupérer son nouveau mot de passe. Ça, c'est typiquement, on est en télétravail. Le chatbot peut juste te dire, il faudra que vous vous déplaciez malheureusement et venir sur place pour récupérer vos nouveaux accès. Donc ça, c'est une forme aussi d'intelligence qui est de dire le robot n'a pas la réponse à tout et doit être en capacité de rapidement détecter que contextuellement, il ne pourra pas traiter le sujet. En fait. Ça, c'est hyper important. Et comment elle se matérialise, si on peut l'imaginer de cette manière-là, cette intelligence artificielle, tu es en train de nous parler de... On a d'un plusieurs chatbot, interfaces. Voilà, On a plusieurs interfaces. Il y en a une qui est pour les employés de l'entreprise, donc ceux qui vont être les demandeurs de support informatique. J'ai mon problème. Voilà, j'ai un problème. Donc on a des widgets qui apparaissent dans les applications comme Teams, comme Slack, Webex, etc. Donc c'est un petit agent qui va vous poser des questions régulièrement. Il peut être proactif, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il peut détecter les problèmes sur le poste. Il fait de la supervision. Ouais, et faire de la proactivité sur les incidents, ça marche plutôt bien. Un grand classique, ça fait 5 fois que vous redémarrez Outlook et ça ne marche toujours pas. Mais en fait, on le détecte, ce genre de choses. Et on peut dire, est-ce que vous ne voudriez pas ouvrir un incident sur votre application Outlook ? Et puis aussi, ça peut être un agent qu'on peut plugger sur du SVI, sur de la téléphonie. Donc, il est capable d'aller en cas de débordement justement et de surcharge le lundi matin, assez classique, aiguiller les utilisateurs qui vont exprimer un problème de mot de passe, encore une fois, en leur disant « N'oubliez pas, vous savez que vous avez une capacité, vous dépanner seul, vous pouvez aller sur tel site et vous pourrez vous réparer. Pas la peine d'attendre 5 minutes au téléphone qu'un agent soit disponible. » Voilà. Ça, c'est aussi une des capacités. Donc, cette même intelligence, elle est disponible à l'écrit dans Teams ou en audio sur une plateforme téléphonique plus classique. Donc, intelligence artificielle au service des collaborateurs, de la marque, des clients, des utilisateurs. Ça couvre quand même un spectre très, donc, très une large. autre interface, c'est en effet celle qui est pour les gens du support, justement. Donc, nous, on appelle ça un peu l'agent, le technicien augmenté. Le but, c'est de l'aiguiller plus facilement, lui, dans son quotidien. Dans son choix de réponse. Dans son choix de réponse, par exemple. Alors, aussi dans une optique qualitative. Donc, on a une réponse un petit peu normée, des choses un petit peu structurées. Donc, ça, c'est du templating qu'on a dans beaucoup d'outils assez classiques. Nous, on va aller plus loin. On va précharger le template avec des informations contextuelles de l'utilisateur, par exemple, aussi. Le but étant de dire, je suis en capacité d'apporter, moi, en tant que technicien, la vraie réponse. Et tout l'enrobage qu'il y a autour, la bonne manière de répondre, est-ce que c'est un VIP qui me contacte ou quelqu'un du COMEX, des choses comme ça, ça c'est l'outil qui va le traiter. Moi je me concentre sur le problème, un peu le côté, je résous le problème plutôt que de me concentrer sur la communication qu'il y a autour. Donc on a aussi cette interface-là qui est une interface un peu plus spécialisée pour les gens du support informatique. Elle a un prénom, cette intelligence artificielle? Alors non, on n'a pas eu cette approche-là, c'est étonnant. On ne l'a pas personnalisé parce qu'on voulait justement que les gens comprennent que c'était un robot. Donc on a eu une approche assez différente. Et justement, ce n'est pas un irritant que le fait de savoir qu'on est face à un robot? Il y a des callbots ou chatbots qui peuvent être des irritants. Tout à fait. Mal gérés. En fait, c'est plutôt que les gens, sur ces périodes temporelles-là ou en cas de débordement, ils n'ont pas trop le choix. Okay. Donc, on a voulu être transparent avec eux. En fait, c'est un peu ça notre optique, de se dire, on connaît les limites de notre outil. C'est comme beaucoup d'outils comme ça, c'est pas parfait. Il y a des choses qu'il ne saura pas traiter. On veut qu'il puisse être humble dans son comportement et pas justement faire croire qu'il va réussir à transférer l'incident naturellement. Voilà. Mais c'est plus pour les employés. Je pense qu'on aurait eu une démarche différente pour des consommateurs. Là, c'est plus pour de l'interne quand même dans des grandes entreprises. Donc les gens connaissent la DSI, ils savent comment ça fonctionne, ils savent qui sont les gens qui vont traiter leurs incidents. Donc on aime bien être justement identifié comme un agent virtuel et pas un agent avec pas de mauvaise surprise. On n'est pas un robot physiquement présent sur les plateaux. Ok, merci Damien. Moi j'aimerais revenir un petit peu sur Pinpo et réalité. La mise en place là, de cette technologie. Aujourd'hui, est-ce que vos salariés sont des ambassadeurs de Pinpo? C'est-à-dire que comment aujourd'hui ils cohabitent avec l'intelligence artificielle? Est-ce que tu as des chiffres à nous communiquer ou des SLA, des KPI qui nous permettent de mieux comprendre l'efficacité de Pinpo? En termes de...
que les salariés deviennent ambassadeurs et mettent ça Ouais. en place. En termes de KPI, non, on va pas en avoir parce que là, on est que sur le statut. Après, on a des productions là qui arrivent de plus en plus avec du Facebook Leads, avec Pimpo va prendre la main là-dessus sur du Google Discovery. Donc ça, c'est des choses qu'on va, voilà, Pimpo va prendre la parole directement dès qu'il y a une captation de lead. Donc, ouais, c'est pas chiffré, mais c'est plus en termes de production où on arrive à des salariés qui sont opérationnels et qui veulent mettre ça en place parce que c'est des, voilà, avoir, j'en sais rien, mais 500 leads Facebook par jour et qu'au final se rendre compte que c'est des personnes qui ont seulement cliqué là par hasard. C'est intéressant de requalifier. Il y a moins d'essoufflement. Il y a beaucoup moins d'essoufflement. Elle fait le sale travail, quoi. De frustration, de sale travail, je sais pas, mais du travail chronophage qui au final n'avait pas plus d'importance que ça et qui n'était pas intéressant pour notre centre d'appel. Et même d'un point de vue marketing, c'est plus sympa de voir les chiffres les retomber tout de suite que de voir retrier et voir la granularité baisser au maximum. Je sais que nous on a vu comme un élément aussi d'accompagnement des carrières. C'est-à-dire que potentiellement, les gens, je pense que c'était pareil pour Pimpo, quand on passe son temps à faire des appels sortants pour recaler un rendez-vous, c'est pas extrêmement enrichissant, c'est pas extrêmement intéressant. Et sur le long terme, ça peut être vraiment une fatigue en fait, qui s'installe. De recaler les gens et de les remettre sur une stratégie de valeur ajoutée, entre guillemets, Oui, pour eux, ça les projette dans le futur. Et de retravail de discours, de choses un peu plus intéressantes. Donc non, et c'est plus stimulant pour ces équipes du service d'appel. Ouais, c'est exactement ce que j'allais souligner. Enfin, il y a un point qui est vraiment important, c'est l'impact que ça peut avoir sur la motivation des équipes, en fait, en leur permettant justement de sortir un peu ces tâches qui sont chronophages et à faible valeur ajoutée. Le collaborateur s'essouffle moins et reste concentré sur ce qu'il sait faire et la montée en compétences aussi. Donc. Exactement. Merci beaucoup à tous pour votre témoignage. On a commencé quand même la conf par une question, menace ou opportunité. Ça pourrait être sympa que vous y répondiez. On a deviné plus ou moins, mais certains se la posent. Pourquoi aujourd'hui on se pose la question de menace ou opportunité? C'est quoi le danger en fait? Est-ce qu'il y en a? Danger, s'il est mal utilisé, oui, comme tout. Hein, mais au final, aujourd'hui, comme on se dit tous, c'est effacer des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Et c'est quand même une sacrée opportunité pour le business si c'est pas pour détruire des équipes. Il faut avoir une approche pédagogique pour lui. Oui, exactement. En fait, très concrètement, parfois des équipes vont avoir l'impression qu'on va les remplacer, ce qui n'est pas du tout le cas. Encore une fois, ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est qu'il y a une vraie complémentarité entre l'IA et l'humain pour leur permettre vraiment de se concentrer sur leur cœur de métier, en fait. C'est ce qu'on appelle modèle hybride. Oui, je pense qu'on est tous sur cet aspect-là. Hein. Moi, ce que je retiens aussi, c'est vraiment ce côté... Toutes nos applications se digitalisent. On a de plus en plus de relations par des canaux digitaux. Donc, la charge de travail, elle augmentera. Il n'y a pas de magie. On a besoin de plus de ressources dans les centres d'appel, dans les centres de support. Et donc, le chatbot permet justement de gérer cette augmentation finalement des besoins sans avoir une augmentation similaire du nombre de ressources qu'on va avoir en parallèle. Quoi. Ce qui est souvent le point bloquant. C'est ça, en termes de recrutement. Aymeric, patate? Patate, surtout opportunité pour pouvoir scaler. Effectivement, on a des soucis de recrutement, de formation, etc. Donc l'IA permet d'élever les collaborateurs dans leur spécialité tout en limitant les tâches ingrates. En revanche, grosse menace sur tout ce qui est stigmatisation liée aux algorithmes, à nos données qui sont biaisées. Il est essentiel d'avoir un expert qui repasse sur ces modèles pour s'assurer qu'on est correct avec tous nos clients. Et l'expert dans une boîte, il a quelle fonction? C'est un data scientist? C'est quoi? Non, l'expert, c'est Micheline, Jean-Jacques, René qui répond au téléphone tous les jours et qui sait que là, ce que dit l'algorithme, il n'est pas en train de faire la bonne chose, qu'il ne devrait pas se comporter comme ça. Et c'est des métiers qui émergent, entre guillemets, qui sont des dresseurs de bots, qui vont corriger l'algo en lui disant « là, tu t'es trompé ». Super. Merci à vous pour vos témoignages différents et variés, mais de très bonne qualité. Merci beaucoup. Si parmi vous, certains ont des questions, vous n'avez qu'à lever la main.
Oui, il y a une question. Bonjour, j'ai une question pour Bonjour. Pimpo. J'aurais voulu savoir, on parlait de réglementation, ça bouge un peu tous les jours. Vous utilisez un numéro de mobile pour contacter les personnes sur leur mobile avec les leads que vous recevez. On est bien d'accord que c'est une IA, Élise. Comment ça va se passer avec cette nouvelle réglementation qui va nous empêcher d'utiliser des numéros de mobile si le numéro de mobile n'appartient pas à une personne physique? Alors, si moi je ne me trompe pas, je crois que c'est plutôt lié sur tout ce qui est téléphonie aujourd'hui et démarchage aussi principalement. Nous, on va être vraiment sur du transactionnel. Donc, en fait, c'est-à-dire que les gens vont fournir leurs informations, vont remplir un formulaire sur le site du client et vont être recontactés par l'entreprise de la même manière qu'un commercial pourrait le recontacter avec leur numéro de téléphone mobile. D'accord, ok. Il y a, pour préciser également, le démarchage téléphonique avec un numéro de mobile est interdit, sauf si c'est mon téléphone et que je le fais en tant que C'est interdit, mais c'est pratiqué. C'est pratiqué et en fin de compte, mais très surveillé, je vous rassure. En tant que patron de centre d'appel, on ne peut pas faire Que ce qu'on je veut. suis également. Et donc, très bien, bah, super. On voit que, en tout cas, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est une règle qui va même s'endurcir prochainement. À partir de janvier 2023, on ne pourra même plus appeler avec un numéro géographique si vous êtes en appel automatisé, du prédictif ou du progressif. Donc, on essaie de protéger le consommateur, le client de plus en plus, et c'est une très bonne chose pour éviter qu'il se fasse harceler ou appeler par des plateformes qui n'ont pas forcément une approche bienveillante. Donc, c'est clair qu'il y a du vide juridique à certains endroits, certains s'en servent. Maintenant, en ce qui concerne Pimpo, je ne sais pas si c'est un affichage d'un numéro de mobile. Oui, c'est vraiment un 06, donc c'est pas comme du SMS marketing où on va avoir 4 chiffres ou même le nom de la marque qui va parfois apparaître. C'est vraiment un numéro à 10 chiffres. Et en plus, à la différence de d'un appel téléphonique, en fait, tout de suite, en quelques secondes, la personne va pouvoir lire le message et savoir qui la contacte et à quel propos. Et d'ailleurs, on peut parfois, même pour des entreprises qui sont vraiment très sensibles aussi sur tout ce qui est RGPD, pouvoir aller chercher un double opt-in dans le message d'engagement en disant « Êtes-vous OK pour continuer cette conversation avec nous par SMS ?» Mais effectivement, c'est un sujet qui va un peu tourmenter l'avenir des centres de relations clients et de l'appel sortant. C'est ça, je vous remercie. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, merci à tous pour votre attention. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et à très vite sur le salon. Voilà.